Oui. Bon, on commence. Monde, je vois déjà des messages de salut qui interviennent sur ma fenêtre. Nouvelle rencontre ce vendredi, nouveau webinaire en happy hour distanciel des éditions du Croquant, à la veille d'un nouveau quasi-déconfinement. Donc moi, je m'appelle Arnaud Saint-Martin, je suis co-gérant des éditions et par ailleurs, dans une autre vie, sociologue. Je vais animer cette rencontre, comme les dernières qu'on a eues les derniers vendredis. Alors ce soir, nous sommes ravis de converser avec Yvan Saint-Saulieu et Géraldine Mühlmann sur la base du petit bréviaire de la lutte spontanée qu'Yvan a fait paraître au Croquant en juin dernier. Cet essai est une lecture très recommandable pour plein de raisons. La première, c'est qu'il prend à bras-le-corps un objet instable, tant pour les sciences sociales que pour les actrices et acteurs qui, pour X motifs, se mobilisent autour de causes partagées. La lutte spontanée, quels que soient les secteurs, les conjonctures critiques, les contextes, etc., et de ces phénomènes qui paraissent résister à l'objectivation savante autant qu'à la sagacité des observateurs qui font de l'observation, participant parfois à des mouvements sociaux. Elle n'est pas toujours désirée d'ailleurs, cette lutte spontanée. Certaines organisations, comme les partis ou les syndicats, s'en méfiant, car cela déborde les codes établis de l'agir protestataire et revendicateur. Et là, s'exposer au bureaucratisme et au conformisme des appareils dont ils en traitent. À l'inverse, elle séduit celles et ceux qui aspirent à des mouvements hors des sentiers battus, par les chemins de traverse, les voies alternatives, dans l'improvisation et parfois le joyeux bordel de manifs à l'issue imprévisible, promesse de lendemain qui chante. Alors, au fil du livre, Yvan propose de réinvestir cette question. Il le fait à partir d'une foule de cas et de terrains, certains lui étant très familiers. Il y reviendra sans doute. Il en tire des concepts pour mieux comprendre et aussi quelques leçons pour l'action. Les occasions ne manquant pas de lutter ces derniers temps, nul doute que ces analyses serviront à nourrir les réflexions stratégiques. Alors, je rappellerai très brièvement qu'Yvan Saint-Saulieu est sociologue, professeur à l'Université de Lille, membre du laboratoire Clercé et professeur invité en 2020 à l'Université de Lausanne. Il s'est intéressé à de nombreux champs sociaux, notamment parmi les objets récents à l'innovation technique. Et oui, ça ne se fait pas, mais je vais quand même dire qu'on a publié un bouquin ensemble aux éditions du Croquant en 2017 sur les questions. C'est le moment d'autopromo complètement indécent, mais je le fais quand même. Alors, nous sommes ravis également que Géraldine Mühlmann ait accepté. Bonjour, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, c'est sympa comme tout, ce livre est génial. Ah bah oui, tout de suite, il fallait réserver le suspense. Donc on est ravis que vous soyez là pour discuter avec nous de cet ouvrage, de ses propositions, des réflexions qu'il inclut. Je rappelle que vous êtes philosophe, politiste, professeur à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas, et infiniment autorisé pour échanger sur ce problème à tiroir, sur ces questions politiques. Alors, comme lors des derniers webinaires, ça se passera en 2 temps. Il y a une première séquence où Yvan présentera les grandes lignes de l'ouvrage, les résultats, les conclusions, les pistes, etc. Il y aura 15 minutes et j'essaierai de tenir le chronomètre. Et je le fais souvent très mal, mais j'essaierai quand même de faire des signes. Ensuite, Géraldine, vous disposerez de 10 minutes pour amorcer la discussion, poser des questions sur la base de votre lecture. J'aurai un peu de temps d'échange. Et après, je ferai remonter des questions que les personnes présentes pourront poser dans la fenêtre de chat qui s'affiche sur le côté droit. Donc, posez-les dans cette fenêtre parce que moi, ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas de doublon, de redondance dans les questions. Donc, je les verbaliserai après dans la deuxième séquence. Et on essaiera de tenir pendant 1 heure. L'expérience veut que, généralement, ça déborde un petit peu, mais on essaiera de ne pas trop manger sur la soirée qui s'annonce. Donc, merci encore et je tends le micro virtuellement à Yvan pour le début de son intervention. D'accord, merci Arnaud de cette initiative qui me permet de parler un peu de ce livre et de le discuter, ce qui est encore plus intéressant. Je suis très curieux, en tout cas, non seulement d'entendre Géraldine, mais aussi d'avoir les réactions du public dans ce fameux chat qui permet quand même de se lâcher. Oui. Et donc, qui est à la fois un peu dangereux pour l'orateur, mais aussi qui permet de la spontanéité
c'est-à-dire d'avoir plus d'avis des fois que ce qu'on en aurait en prenant la parole en public. Donc, je vais parler, puisqu'on m'a demandé de le faire, de ce livre. Alors, j'y vais. S'il y a un problème de connexion, merci de me le signaler, parce qu'à ce moment-là, peut-être je couperai la caméra pour améliorer le son. Donc, je me pose deux questions pour présenter cet ouvrage. D'abord, pourquoi un ouvrage sur la spontanéité des mouvements sociaux? Et ensuite, en quoi ça consiste, cette spontanéité? Alors, pourquoi? Eh bien, d'abord à cause de l'insistance sur l'inverse, c'est-à-dire l'intentionnalité politique, le volontarisme, le cahier revendicatif, la stratégie rationnelle dans les mouvements sociaux. Alors certes, en sociologie, on insiste sur le processus de construction et donc sur les interactions qui constituent l'action collective. Mais ce faisant, on insiste sur l'action concertée que l'on assimile justement au mouvement social. Or, à mon avis, il y a un double écueil à éviter, cognitif et politique. Alors d'abord, c'est l'écueil cognitif, donc sur le plan des connaissances, ce n'est pas fidèle, à mon sens, à la réalité des pratiques militantes et sociales. Certes, il y a de grands stratèges politiques qui calculent le coup suivant en permanence, qui anticipent sur l'adversaire, comme des joueurs d'échecs, qui calculent des fois 15 coups à l'avance, ou comme les hommes politiques de la série Le Baron Noir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est tout à fait ça. C'est sur l'histoire du Parti socialiste dans le nord de la France. Je recommande cette série où on voit donc des stratèges. Mais pour faire du calcul politique, c'est mieux de voir l'échiquier de loin et de haut. C'est moins facile, le nez dans le guidon, dans le feu de l'action, en devant répondre immédiatement à des sollicitations, c'est-à-dire dans un mouvement social. Il y a de la stratégie, bien sûr, mais il y a aussi du pif, de l'improvisation. Le sens de l'action se devine, se pressent, plus qu'il ne se planifie rationnellement, ou tout autant. C'est tout le sens, d'ailleurs, de l'opposition classique chez Max Weber entre le savant et le politique. Le savant pense, alors que le politique sent. Il sent l'opportunité ou non d'agir selon l'évolution du rapport de force. Alors, par exemple, le plus souvent, les grèves ne se prévoient pas. Les militants se préparent surtout à être prêts quand elle arrive. Mais c'est rare qu'ils puissent lancer la grève. Le plus souvent, ils la prennent au bond, surpris qu'elle arrive, voire surpris que ce qu'ils ont fait ait marché, ait un écho, ou déçus au contraire que la tentative échoue. Et ils sont parfois carrément quantité négligeable. Hannah Arendt a raconté par exemple comment les conseils ont fleuri spontanément en Hongrie lorsque le régime s'est effondré en 1956, sans que les militants aient joué un grand rôle. Donc, le volontarisme ne prend pas en considération l'élément involontaire pour comprendre les situations historiques. Ensuite, autre inconvénient, donc, sur le plan politique, ce modèle sociologique du volontarisme tend à effacer la distance entre le mouvement et l'organisation en assimilant les deux. Par exemple, syndicalisme et mouvement ouvrier. Alors, il y a toujours eu une ambiguïté dans le terme même, l'expression plutôt mouvement ouvrier. Est-ce qu'on parle de la capacité des ouvriers à s'organiser ou bien de la capacité des organisations à les organiser et par exemple à faire grève? Si on veut, on peut dire qu'il y a le mouvement ouvrier instituant et le mouvement ouvrier institué. Ce n'est pas la même chose, il peut même y avoir une contradiction entre les deux. Et cette contradiction, elle est sous-estimée par les sociologues politiques quand ils sont prisonniers de cet amalgame entre action concertée et mouvement. Il faut dire d'ailleurs que ça part d'un bon sentiment. En effet, par le passé, les mouvements sociaux étaient méprisés et assimilés à des mouvements de foule involontaires. Pour aller vite, on discréditait le mouvement populaire comme étant justement involontaire, donc instinctif, animal, bestial. Donner ces lettres de noblesse au mouvement social supposait donc de lui redonner une âme en le constituant en sujet, en projet humain, politique, volontaire. Et en exagérant au passage ou au final le rôle des organisations. Sauf que depuis, les historiens
ont bien montré le hiatus qu'il peut y avoir parfois et souvent dans les mouvements sociaux de grande ampleur avec des organisations. Notamment, juin 36, mai 68 sont des exemples phares. En juin 36, par exemple, non seulement personne n'a rien prévu, mais ni même la revendication des congés payés, hein, qui est sortie du mouvement en quelque sorte, mais le mouvement se développe et il s'est développé là où il y avait le moins de personnes syndiquées, donc organisées. Alors, j'en arrive au deuxième point de cette présentation. Dire qu'il y a de l'involontaire, c'est très bien, mais ça ne nous dit pas ce qu'est le spontané. C'était l'objet de ce livre, de faire un premier inventaire avec ces notices, d'essayer de nommer tout ce qui peut être apporté à du spontané dans le mouvement social. Un premier tri, en quelque sorte, et peut-être que la suite, ça devrait être de mettre tout ça en ordre dans un article plus construit ou dans un projet plus prolongé, en prolongement. Pour en faire une présentation résumée, on pourrait se demander d'abord qui est le sujet de l'acte spontané et ensuite comment se déroule un mouvement spontané. D'abord, donc, qui est le sujet de l'acte spontané? Eh bien, il peut être individuel ou collectif. On comprend qu'un individu puisse agir spontanément sans être pour cela spontanéiste. Autrement dit, sans l'avoir prémédité. D'ailleurs, un spontanéiste n'est pas très spontané quand il agit pour mettre en œuvre ses idées. Par ailleurs, son acte n'a pas forcément de portée dans un mouvement social. Par contre, un agitateur, un quidam, trouve tout d'un coup une idée, une parole ou un acte qui traduisent le sentiment collectif, qui donne un sens au mouvement en cours. On comprend aussi qu'un collectif puisse agir de façon spontanée, notamment ce qu'on connaît d'habitude sous l'effet de la peur ou de la colère, un mouvement de foule dont on parlait. Ce qui est plus mystérieux, c'est qu'un collectif voit au même moment comment agir dans le même sens. C'est mystérieux, mais ça existe. Sinon, on pourrait éviter tous les mouvements sociaux, et notamment les grèves. Alors, on peut y voir la manifestation d'une loi, comme Rosa Luxembourg, à propos de la spontanéité révolutionnaire des masses. L'idée n'est pas que les masses soient toujours révolutionnaires, mais qu'elles s'expriment dans le sens de la révolution, une fois celle-ci lancée. Autrement dit, qu'il y a une sorte de sens pratique collectif adéquat à la situation. Ensuite, donc, je disais, on peut, une fois qu'on a discuté la question du sujet, on peut prendre le spontané de façon diachronique, penser son déroulement, un spontané qui a une histoire, et une histoire qui se déroule donc au présent et qui a aussi un avenir. Alors, au passé, le mouvement spontané, c'est le retour du refoulé. Dans un sens, d'un point de vue objectif, c'est le ras-le-bol. Il y a eu un passé, une accumulation de tensions qui déborde. Subjectivement, c'est aussi une accumulation d'expérience qui donne une expertise à des acteurs qui passent à l'acte sans l'avoir planifié, mais dans le passage à l'acte, il y a une espèce de fast thinking, comme disent des sociologues américains, dans lequel, ces décisions rapides, ils activent, bien sûr, des connaissances, des apprentissages, effectués d'ailleurs souvent dans des réseaux, c'est-à-dire pas tout seul. Au présent maintenant, au présent c'est l'événement. Alors de l'événement pur, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que c'est un principe d'indétermination, d'imprévisibilité, mais cette imprévisibilité, elle fonde justement l'intuition de l'action, dont on parlait avant, avec l'opposition weberienne entre savant et politique. Avant lui, d'ailleurs, Aristote avait nommé kairos, la capacité à s'orienter dans l'action, et cela relève aussi chez lui d'une sorte d'intuition du bon moment et du bon moyen, de la mise en rapport des deux. Et cela n'a pas grand-chose à voir avec la parole, le logos. Je me souviens d'ailleurs personnellement d'avoir eu toutes les peines du monde à expliquer après coup comment j'étais intervenu dans un mouvement social.
Je ne trouvais pas les mots. Et pourtant, je l'avais fait. Alors au futur maintenant, le spontané suppose une caisse de résonance. En effet, un événement spontané n'a de sens qu'a posteriori, par le retentissement qu'il a eu. Il y a plein d'actes spontanés qui n'ont pas grand-chose à voir avec un mouvement social, précisément parce qu'ils sont sans conséquence sur le mouvement social. Le spontané dans le mouvement social joue un rôle important, mais s'il joue un rôle important, c'est parce qu'il fait écho à une structure, à un contexte. Alors, pour illustrer tout ça, en ramassant tous ces éléments, je vais prendre pour finir l'exemple de Rosa Parks. Je veux parler de l'acte fondateur pour le mouvement des droits civiques, cet acte bien connu, quand elle a refusé de se lever pour céder sa place à un blanc dans un bus. C'est un acte individuel, évidemment, mais il a été tellement collectif ensuite, avec le boycott des bus par la communauté noire, vous savez, ils ont tous décidé d'aller à pied, que sa dimension individuelle n'aurait pas été retenue si le mouvement qui a suivi n'avait pas été collectif. Par contre, on ne sait pas si d'autres avaient tenté le coup avant, ou sans parler de tenter le coup, avaient refusé de se lever. Et c'est ce qui restitue à Rosa Parks le caractère éminemment individuel de son acte, c'est qu'elle appartenait à une organisation pour les droits civiques au sein de laquelle la possibilité de cet acte avait été envisagée et même recommandée. Autrement dit, dans leur groupe, ils s'étaient dit, voilà une des choses qu'on peut faire. Il fallait refuser de se lever, c'était possible, c'était pensable, c'était prévu, mais ce n'était pas planifié. Il n'y a pas eu de campagne où tous les membres auraient été envoyés dans les bus pour refuser de se lever tel ou tel jour. Non, elle s'est dit, c'est le moment. Le conducteur de bus lui a dit, levez-vous madame. En plus, elle le connaissait, elle ne pouvait pas le blairer parce qu'elle avait repéré qu'il était raciste. Elle s'est dit, c'est le moment. Elle a eu le courage et l'intuition individuelle de le faire à ce moment-là. Et le retentissement de son acte, après coup, lui a donné raison. Alors, elle a peut-être eu de la chance de ne pas être tuée ou d'enflammer toute la communauté noire par son acte. Évidemment, il y a plus eu de tentatives de mettre le feu aux poudres que de réussites. Par contre, on peut dire que son acte est spontané. Il est individuel, collectif, surgi du passé, c'est-à-dire fabriqué par un passé, intuitif et contextuel tout à la fois. En conclusion, on pourrait dire que le spontané n'est pas tout seul dans un mouvement social, il a une épaisseur sociale historique. Mais il ne relève pas seulement de la volonté, et cette volonté n'est pas que celle d'un sujet individuel. Merci, dans les temps, parfait. Géraldine, je vous transmets le micro maintenant pour amorcer la discussion. Merci beaucoup, c'était très bien. C'était vivant, résumé. Enfin, ça correspond très bien à ce que tu as dit, Yvan, au livre que j'ai lu. C'est pas toujours le cas quand les auteurs parlent de leur livre. Bon. Donc, écoute, je vais commencer par une question qui me trotte dans la tête depuis un moment, parce que j'ai lu ce livre en plusieurs fois, et qui prend le problème à l'envers, si ça ne t'ennuie pas. Au fond, parce que moi, j'étais un peu élevée au biberon des gens qui savent très bien et disent toute la journée qu'il y a de la spontanéité. Tu cites Castoriadis, par exemple, en exergue de ta conclusion. Ouais, la notion d'invention, les phénomènes instituants dans les mouvements sociaux et dans les moments historiques. J'ai été un peu, formée par tout ça pour s'ériger justement contre les pensées un peu figées qui disent qu'il y a des causalités instituées, etc. Tu as cité Arendt aussi dans ton topo, Arendt qui disait qu'au fond, toute l'action, c'est toujours un commencement dont on ne connaît pas la fin. Et d'ailleurs, quand on retrace le processus d'une action, le terme de processus est arendtien, on voit des acteurs qui ont fait des choses, mais on est normalement incapable de dire qui est l'auteur, celui qui aurait en quelque sorte écrit ce qu'on a sous les yeux. Ce qui veut dire qu'il y a du spontané naturel dans l'action et que c'est plutôt dans le fantasme des philosophes ou peut-être des sociologues
ou encore des historiens que de chercher l'auteur, c'est-à-dire la causalité première, déterminante, celle qui permet de faire un récit bien ficelé, bien institué, comme dirait Casto. Donc, si tu veux, j'ai une sensibilité naturelle dans ma formation à ce thème. Et du coup, je voudrais te poser cette question. Mais qu'est-ce qui fait dans l'histoire que certains mouvements sociaux sont moins spontanés que d'autres? Parce que moi, j'y crois à la spontanéité. J'ai pas de problème avec cette notion. Qu'est-ce qui fait, c'est quand même ça qui devrait nous étonner, que de temps en temps, ça n'est pas spontané et c'est drôlement bien organisé. Et j'ajouterai à ma question, qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a tant de déni du résidu de spontanéité qui reste quand même, parce que je pense que même quand les mouvements sociaux sont, je viens de le dire, bien ficelés, bien organisés, on a quand même eu des grands moments dans l'histoire, des syndicats, la création dans les années 30 des services d'ordre dans les manifs. On a quand même eu un grand moment de la représentation démocratique, qu'elle soit syndicale, politique. On a eu un grand moment à partir du 19e pour les partis politiques qui quand même tenaient pas mal les gens. Il y a eu des partis de masse, ça nous fait marrer aujourd'hui, mais il y a eu des partis de masse dans toutes les grandes démocraties du monde. Et il y en a encore. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des moments où cette spontanéité, sur laquelle tu n'as même pas besoin de me convaincre, a été un peu régulée, un petit peu neutralisée, un petit peu encadrée, pour de vrai, pour de vrai? Comment ça a pu marcher un truc pareil? Et comment se fait-il que, en vérité, c'est tellement rare, comment se fait-il que les historiens, les sociologues, moi je parle pour les philosophes, les politiciens, etc., c'est comme si c'était incroyablement habitué à ce moment rarissime, au point qu'ils aient du mal aujourd'hui à revenir au spontané pur et brut, un peu rugueux, un peu âpre, comme, enfin, ce que moi j'appelle le déni, mais toi aussi, hein, tu dis qu'il y a du déni incroyable de cette spontanéité. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ne se sont pas trop bien habitués à ce moment exceptionnel dans l'histoire, mais qui a quand même existé, je voudrais t'entendre là-dessus, où la représentation démocratique a marché, où le syndicalisme a marché, où le réformisme a à peu près fonctionné, où les partis ont vraiment représenté des gens et où les gens allaient voter. Tu vois, le truc est fini là. Comment tu comprends cette exception historique? Et comment tu comprends que les observateurs, ils soient tellement attachés, enfin moi c'est un peu mon interprétation, qu'ils n'arrivent plus à voir que c'est fini? Alors, il y a pas mal d'éléments dans ce que tu soulèves. Moi, parce que euh, il y a je pense qu'il y a une surprise que les mouvements aient pu être aussi contrôlés. C'est ça? C'est qu'il y ait pu avoir des Moi je suis organisations. surprise, ouais. Oui, c'est ça. Que Ça a des marché, organisations. t'es d'accord? Ça a été Oui, oui, contrôlé oui, un oui. certain temps quand même. Oui, oui. Mais alors, entre le contrôle par des organisations qui empêchent toute espèce d'expression spontanée, et puis le fonctionnement d'une démocratie, comment dire, avec ses règles, on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une première surprise, enfin, ça fait des surprises différentes. En tout cas, moi, ça me fait deux surprises différentes. La première, c'est comment il peut y avoir une chape de plomb qui fiche tout. Et ça, c'est vrai que c'est sidérant. Et d'ailleurs, ça dure encore aujourd'hui, hein, même si ce n'est pas comme à la belle époque. Et puis l'autre surprise, c'est l'invention du modèle démocratique. Là, je rejoins l'étonnement de Castoriadis sur le fait que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, la démocratie apparaît à une époque historique. C'est quand même incroyable. Et effectivement, ça fonctionne d'une certaine manière. Comme depuis, il y a eu des expériences de fonctionnement démocratique ici ou là. Mais alors, du coup, c'est des interrogations un peu presque opposées. Hein, c'est-à-dire, d'un côté, on s'étonne que ça puisse fonctionner sans démocratie, et puis de l'autre, on s'étonne que la démocratie puisse fonctionner. Donc, je voudrais déjà m'interroger sur le poids des organisations et donc leur acceptation finalement par les acteurs, pour le dire comme ça.
Oui, comment ça a pu marcher, ça? Ça a Ouais, marché ouais. un peu, tu es d'accord? Ah oui, oui, oui. Oui, disons, il y a tellement d'éléments. Bon, d'abord, il y a la possibilité de confondre, enfin de suivre un drapeau sans se rendre compte que le sens qui est donné à l'action n'est plus le même qu'avant. Hein. C'est-à-dire, au fond, de croire que tu suis Jésus-Christ, alors qu'en fait, les gens qui se réclament de Jésus-Christ ont des intérêts que n'avait pas ce dernier, tu vois, voilà, par exemple. Et donc, ça, c'est le problème, en fait, de la confiance dans un message initial, dans un pionnier qui se Ouais. perpétue, parce que comment tu veux être fidèle à l'idée l'idée première ou au pionnier si tu n'es pas fidèle à l'institution qui l'a créée. Je te donne juste un exemple. J'ai un copain qui n'arrête pas de critiquer l'Église catholique et qui est catholique. Je lui dis, mais comment tu peux rester catholique? Moi, c'est justement ce qui m'a fait sortir de l'Église catholique, c'est les critiques que j'en avais. Enfin, je ne suis pas resté longtemps, je n'ai jamais été très croyant. Mais enfin bon, en tout cas, j'étais à l'aumônerie du quartier latin où on faisait d'ailleurs des tas de choses assez politiques quand même, hein, tiers-monde, quart-monde et compagnie. Mais je n'ai pas accepté de rentrer dans les ordres, entre guillemets, parce que ce que je ne comprenais pas, j'acceptais pas les contradictions. Et lui, il m'a dit, oui, mais si tu veux, il pourrait reprendre. Il m'a décrit, par exemple, comment évoluait l'Église catholique à Paris aujourd'hui, qui est extrêmement conservatrice. Toutes les paroisses sont contrôlées par des gens très conservateurs, alors qu'à un moment, tu vois, c'était la guitare et les babacools et tout ça. Bon, là, maintenant, c'est plus du tout comme ça rigole plus du tout, il paraît. Et lui, il reste dedans, alors qu'il est de gauche et tout ça. Mais il me dit, mais si j'arrête d'être dans l'Église catholique, comment je mets en pratique ma foi? Tu vois? Comme si Donc, tu c'était… veux dire par là qu'il y a une fidélité. Juste, j'essaie de traduire peut-être aussi avec d'autres exemples. Tu penses que longtemps, il y a des organisations qui ont fonctionné parce qu'il y avait une fidélité à l'origine, quoi. Ouais, Si tu veux, tu me fais penser à quelqu'un, un des innombrables 68 arts qui a eu un père communiste. Et comme tu sais mieux que personne, beaucoup des jeunes 68 arts étaient gauchistes et s'en plafonnaient le PC. Donc il y avait des conflits familiaux et je pense à un témoignage direct. Cette personne m'a raconté que son père est resté au PC, son père est resté au PC. Sauf qu'en 68, non seulement il se passait ce qui se passait, qui quand même interrogeait un peu le PC aussi, comme vous savez, il y avait du spontané, mais il y a aussi eu la Tchécoslovaquie. Et voilà, je connais ce récit d'un père coco qui tient pendant mai 68 une position quand même de coco, quoi. Un peu raide, un peu fidèle à l'origine, quoi. Et qui s'effondre dans l'été qui suit, au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS, et qui dit là c'est fini, là. Là, c'est trop horrible, quoi. ouais. Là, ça m'a trahi, quoi. Donc, on Et du tient coup, aussi ça s'effondre, tout s'effondre. jusqu'à C'est un ça moment, le problème. au moment où on pleure et on sort. Ouais. C'est un Mais exemple que je justement, connais. ouais. Justement, il y avait beaucoup l'idée de sortir en silence au PC. C'est la sortie en silence. Et ça rejoint ce que je te disais, c'est que c'est difficile d'abandonner le contenant sans abandonner le contenu. Comment je vais mettre en pratique ma foi ou mes idées, hein, pour ce qui est de conviction politique, si je ne suis pas rattaché à l'organisation, l'institution qui fait vivre cette idée? C'est ça le problème. Ouais. Et moi, quand je suis sorti de Hello, c'était exactement le même topo. C'est-à-dire que la plupart des gens qui arrêtaient, ils s'en voulaient de ne pas continuer. Ils ne se disaient pas, tiens, on va faire autre chose, on va faire autrement. Et non, ça s'arrêtait avec la sortie de l'organisation. Donc là, il y a ce problème de l'interdépendance de l'idée avec une institution. Bon, après, il y a d'autres éléments, hein, qu'on pourrait développer sur le poids des normes sociales qui peuvent… là, tu dis, on est tous les deux des adeptes de la spontanéité, mais enfin bon, c'est quand même une idée qui est venue beaucoup en 68, hein,
Pour rien que j'ai pris cet exemple, oui, bien sûr. Bah oui, pour parler de la France. Casto, Avant, bien sûr. les gens n'étaient pas forcément tous convaincus comment dire, enfin, tu vois, l'idée de spontanéité n'était pas forcément très populaire. Hein. Oui. Tu avais d'autres valeurs, comme par exemple, eh bien, la loyauté, je ne sais pas, l'endurance, notamment la génération de la guerre. Je dis ça parce qu'à Hello, ils étaient un peu plus marqués par la guerre que par 68. Mais tu Donc, sais que j'ai bien vu la 68 différence. les 68 arts, ils fantasmaient l'orchestre rouge, la résistance. C'était quand Ouais. même le fantasme de la Grande Guerre. Tu sais très bien qu'il y avait cette idée qu'on rejouait évidemment tout à fait différemment des choses qui s'étaient faites dans la vraie grandeur, avec la vraie guerre, quoi. La Ouais, vraie c'est ça. résistance. Ah oui, il y avait il y avait cette idée du ventre qui est encore mou, hein, d'où est sorti la bâti-monde, donc Ouais. de la dureté du fascisme dans un monde qui était quand même relativement plus doux en Oui, 68 surtout en que tout cas. c'était De Gaulle qui était au pouvoir, ou qui avait quand même donné dans la guerre d'avant, donc ça compte. Mais on ne va pas refaire 68, mais c'est assez intéressant sur les fantasmes, disons. Mais Oui, du et coup, sur les normes sociales qui font oui. que, tu vois, c'est pas seulement un problème de lien constitutif entre l'idée et l'institution ou l'organisation, mais c'est aussi des normes sociales qui peuvent te pousser à aller dans le sens du groupe, du groupe, de ton milieu social d'appartenance, etc., etc. Alors maintenant, je vais te poser la même question sur le plan cognitif, comme tu disais, sur le plan des paradigmes de nos amis sociologues, politistes, historiens, philosophes, etc. Justement, 68, ça fait quand même, attends, je ne veux pas me tromper, ça va faire 70 ans là, c'est ça? On y est presque là, ou j'exagère un peu, 60 ans. Ouais. 60 ans, d'accord? C'est quand même un paquet d'années. Comme tu l'as très bien dit, le spontanéisme a 50 ans, excuse-moi. succès. Après, on s'est mis à penser ces questions-là. On est sorti des causalités figées. Ça a produit des choses sur le plan théorique. Tu cites très bien aussi le fait qu'on a eu des travaux nouveaux, par exemple sur la Révolution française. Tu cites Timothy Taquet au début de ton livre, qui nous a appris que la Révolution, ça s'inventait tous les jours, que rien n'était écrit d'avance, que c'était du spontané tous les matins, toutes les semaines, que les mouvements ouvriers s'auto-inventent, et finalement tous ces travaux, ils auraient dû nous former, nous sommes les enfants de ces travaux. Comment expliques-tu qu'aujourd'hui, il y ait toujours autant de mal avec l'idée de spontanéité et qu'il y ait une formidable résistance? C'est pas moi qui le dis, c'est toi, tu décris incroyablement la résistance en sociologie de l'idée de spontanéité. Même un truc que je trouve très fort, qui est que une des choses qui empêche les sociologues de voir, c'est qu'ils travaillent par définition avec les militants, avec les organisations sur le terrain, et que donc finalement ils se produisent eux-mêmes leurs propres lunettes pour ne pas trop voir le spontané. Ils sont du côté des organisations et c'est bien normal puisque c'est comme ça qu'on a accès au terrain. Donc au fond, leur propre travail les empêche un peu de voir les aspects spontanés. Mais quand même, c'est surprenant après tout ce qui s'est passé que nous ayons toujours autant de mal avec l'idée de spontanéité. Mais je pense qu'on est là où ça change pas, si tu veux. C'est vrai que au niveau des valeurs, il y a plus une place pour ce qui est spontané. On est plus autonome individuellement et tout ça. Mais par contre, je pense que le poids des milieux sociaux d'appartenance, il est toujours assez fort. Hein. Il est toujours assez Oui. fort. Je veux dire, si tu es normalien, il y a un lien avec l'école normale. Si tu es, alors Sciences Po, c'est plus compliqué, mais enfin, il y a des petits groupes, si tu veux. Moi, ce qui me faisait marrer, c'est quand un sociologue que je ne citerai pas, apôtre de la sociologie de l'individualisme, m'expliquait lors d'une, je sais plus, enfin après un colloque, il m'expliquait tous ces réseaux en fait à l'intérieur de l'université, tu vois. C'est-à-dire qu'il pensait l'individualisme, mais en fait, il était inséré dans des groupes auxquels il tenait beaucoup et qui, évidemment, auxquels il faisait attention. C'est-à-dire que son appartenance était en jeu dans ces groupes-là. Il n'allait pas Et quand tu veux même dire faire qu'il n'y a pas de n'importe groupe, il n'y a pas de groupe constitué qui pense la spontanéité. Les groupes dont tu parles, là, les loyautés, les affiliations,
sont toutes plutôt dans un rapport aux mouvements sociaux qui pratiquent le déni du spontané, qui pratiquent telle ou telle causalité individualiste, économique, des déterminés. On s'engueule sur les déterminismes majeurs, la querelle du primat, comme tu l'expliques très très bien là et dans d'autres livres, et qu'au fond, il y a très très peu de mouvements constitués. Qui vont favoriser le spontané. Ouais, c'est une bonne remarque. Est-ce que les gens... Alors, le spontané, si, ils vont favoriser le spontané ailleurs, chez les autres. Par exemple, entre gens de gauche, on va dire qu'il faut résister à l'autorité de, tu vois, je sais pas, des chefs, quoi. Hein, voilà. Et entre les chefs, on va résister à l'autorité d'autres choses. Mais je pense qu'il y a quand même comment dire, des attachements sociaux qui sont forts et qui font que, ben, en gros, tu critiques pas trop. Et alors, ce dont on parle, nous, hein, c'est quoi? C'est un milieu de gauche entre nous. Voilà, les sociologues, c'est quand même plus ou moins ça. Encore plus ceux qui travaillent sur les mouvements sociaux, les syndicats. Hein. Et donc là, tu as des liens cognitifs, Voilà, sociaux, c'est très intéressant ce que tu dis. avec les courants politiques de gauche, avec les organisations de gauche. Et donc, on fait attention, on ne va pas mettre les pieds dans le plat, on ne va pas déranger machin, on ne va pas ci, on ne va pas ça. Et donc, eh bien, la spontanéité dans le mouvement social, c'est quelque chose qui menace, en fait, plutôt les organisations qui s'intéressent au mouvement social, c'est-à-dire les organisations de gauche. Et ça menace Donc, aussi les paradigmes scientifiques qui ont quand même envie de garder une certaine domination, de dire qu'elle est... Le spontané s'affiche par terre des paradigmes quand même. Voilà, on n'a pas la cause déterminante, on ne sait pas. En fait, le spontané nous oblige à dire qu'on ne sait pas bien, totalement, alors, ce qui se passe et pourquoi ça se passe et pourquoi Rosa Parks, elle s'est pas levée, tu vois. oui, il y a un moment où on ne sait pas, c'est vrai. Il y a un moment où on ne sait pas. Par contre, ce n'est pas tout à fait comme le hasard. Parce que, ce que j'ai voulu un peu dire, c'est qu'il y a un millefeuille, en fait. Hein, il y a un millefeuille. Il y a un tas de raisons d'être des mouvements spontanés. Ils font écho, etc. J'ai voulu expliquer ça avec une perspective dynamique ou du passé, présent, futur, hein, qui fait On le que voit très bien dans le livre. Ouais. voilà, qui fait qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre. C'est pas un truc, soit le spontané, il n'est pas tout nu, quoi. Il n'est pas tout nu, il n'est pas complètement incompréhensible. Mais c'est vrai qu'il y a une part d'inexplicable, ça c'est sûr. Ça c'est sûr aussi, et que tu ne peux pas tout ramener à une structure, par exemple. Hein, c'est sûr. La structure, d'ailleurs, c'est un peu le... Oui, la causalité au sens propre, c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place à l'inexplicable, par définition. Donc, il y a peut-être une gêne à ce niveau-là aussi, des gens trop imbus, non pas seulement de déterminisme, parce que je pense qu'on peut se rattacher à d'autres convictions, enfin, tu vois, à d'autres paradigmes sociologiques, à d'autres concepts sociologiques, y être attaché et pas vouloir voir autre chose, tout simplement, que le truc sur lequel on travaille. Et ça peut être une mise en cause, effectivement. Bon, moi, c'est vrai que je suis un petit peu rangé des voitures et que j'ai usé un certain nombre de grilles, donc du coup, je suis plus trop dans un courant bien identifié. Je vais me permettre de poser deux questions qui sont... Vas-y. Oui, je vais me permettre de poser deux questions qui sont remontées. Là, j'organise. Je tue la spontanéité. Voilà. Ouais. Donc, une question de Ise, une première qui a été inscrite. Est-ce que le degré, d'ailleurs, ça rebondit avec une de tes remarques, Géraldine, est-ce que le degré de spontanéité des mouvements sociaux dépend du degré d'institutionnalisation des différentes organisations? Est-ce que le degré de spontanéité des mouvements dépend du capital militant des différents militants composant les mouvements sociaux? C'est une première question. Et une deuxième de Ratiba. Je ne pense pas qu'il y ait de la spontanéité pure, comme vous dites, dans les protestations. Je pense que la réflexion sur la spontanéité doit s'accompagner d'une réflexion sur l'ordinaire. Il me semble que l'ordinaire, dont les small acts, intervient grandement dans les mouvements collectifs. Comment penser la spontanéité, l'extraordinaire, en relation à ce qu'on sait déjà implicitement un peu? Voilà. Deux questions pour lancer la machine. Pour le chef, hein, pour Yvan, vas-y. Ouais.
Bah, les chefs, ils n'ont pas toujours une position très enviable. Mais je fais exprès, je Non, t'embête. mais Là. justement, ça pèse sur les épaules, ces questions. Bon, en tout cas… Elles sont bonnes, hein, les questions, hein, excuse-moi, mais voilà, elles sont bonnes. Ouais, Hein. ouais. Mais en tout cas, ça prouve bien que sur la question des militants, puisque… Attends, je sens que tu as un petit silence là, je vais juste dire un truc. Ton livre, il pose vraiment cette question, c'est-à-dire il pose la question du capital militant, je vais reprendre cette expression, qui, au fond, a beau avoir eu l'expérience de choses spontanées, c'est comme s'il y avait une tendance à neutraliser cette question, plus le capital militant s'installe. On veut contrôler, on veut contrôler. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est que au fond, le sociologue, il fait la même chose et il le fait d'autant plus qu'il travaille avec les militants. C'est pas moi qui l'ai dit, tu as dit, sociologue, milieu de gauche, on bosse avec les militants, les organisations, machin. Et donc, au fond, il y aurait un capital militant, enfin, il me semble que c'est ça qui t'est posé dans la question, je me fais le relais, quelqu'un qui n'en a pas besoin, mais j'essaie d'enfoncer le clou avec mes mots à moi. Il y a un capital militant qui, étrangement, verrouille la question de la spontanéité, et c'est relayé en plus par un capital savant, sociologique, qui reverrouille à un second niveau. Enfin, Ouais. moi, il me semble… Alors, peut-être que je durcis ton propos, peut-être que je le radicalise, mais bon, moi, ça ne me fait pas peur de radicaliser, ça ne devrait pas te faire peur non plus, puisque tu dis que tu es rangé des voitures. Mais je pense que tu as un propos critique, puisque tu parles de Castoriadis, c'est tout le monde là, tu as un propos radicalement critique, je pense. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'entendre par ce qu'on entend par capital militant. Dans l'exemple de Rosa Parks, il y a un capital militant. Hein, elle ne débarque pas de nulle part. Ce n'est pas une femme qui n'a aucune espèce d'expérience politique. Au contraire, elle est plongée dans un milieu militant. Bon, alors, donc, ce qu'il y a, c'est qu'en France, il y a quand même un peu l'idée, à juste titre, que qui dit capital militant dit organisation centralisée. C'est ça aussi, c'est qu'il y a le contexte français qui est que la politique, c'est l'État central, la révolution va mettre à bas l'État central, ce qui va se passer dans les campagnes et dans les municipalités, alors franchement, on s'en tape un peu, ce qui compte, c'est la capitale, et voilà, c'est le centre, et c'est prendre le pouvoir au niveau central. Il y a toute cette tradition que voilà, on connaît bien, qui court depuis au moins les Jacobins jusqu'au léninisme, et qui est assez présente dans ce qu'on appelle en général capital militant, c'est-à-dire on parle d'un certain type de capital militant. Moi, j'ai découvert avec surprise, parce que ce n'était pas justement mon capital militant, toutes les expériences qu'ont pu faire les anards au 19e siècle, au 20e siècle, ils avaient une idée de l'expérimentation, un peu comme Dewey, plus tard, la pensée, une idée vraiment apparemment assez systématique de l'expérimentation, de l'idée qu'il fallait essayer des trucs. Alors évidemment, si tu as cette idée-là comme capital militant, tu es quand même un peu plus disposé à être à l'affût et à ne pas rejeter, à être à l'affût de la spontanéité dans les mouvements sociaux, et à ne pas essayer de la contrer. Bon, d'autant que ce n'est pas qu'un capital militant, les organisations politiques de type centraliste, c'est aussi des organisations centralisées, et c'est aussi des gens qui sont en capacité sur place justement d'intervenir pour bloquer. Je ne sais pas si je dois raconter une anecdote, mais… Toujours bien, vas-y. Non, mais les camarades socialistes, si tu veux, dans les mouvements étudiants que j'ai croisés, mais une fois, il y en a un qui m'a déstabilisé complètement. J'étais là en train de penser à intervenir, ils avaient repéré que j'allais intervenir, il s'est retourné vers moi et il m'insulte. Je dis, pourquoi tu m'insultes? Et il me dit une insulte encore plus forte que je peux pas dire tellement c'est ordurier, mais ça m'a mis par terre, quoi. Ça m'a mis par terre. Bon, c'était tout simplement une provocation visant à paralyser un compétiteur politique pour être plus normal. D'ailleurs, quasiment 2 ans après, il y en a d'autres du même courant socialiste, de l'appareil du Parti socialiste, qui ont essayé le même truc, avec la même insulte. Donc, c'était quasiment une consigne, si tu veux.
désarmer les gens en les prenant là où ça les choque le plus. Et du coup, alors là, je leur ai dit, ah bah non, pas deux fois là. Je n'étais plus du tout, si tu veux, désarçonné par ce type de pratique qui vise à instaurer un contrôle. Et c'est quand même une idée qui est très répandue dans un certain nombre de courants qui partagent la même idée. C'est qu'il faut prendre le pouvoir, bordel de merde. C'est ça qui compte, c'est de prendre le pouvoir. Et donc, à partir de là, tous les coups sont permis. Bon, alors ça dépend un peu, évidemment, du coup, de ce qu'on a comme capital militant. Par contre, pour répondre à l'autre aspect de la question, est-ce que le degré de spontanéité des mouvements sociaux dépend du degré d'institutionnalisation des différentes organisations? Je dirais, alors, c'est un peu facile, mais j'ai plutôt envie de dire non. On pourrait dire oui en pensant que plus l'État est centralisé, plus le pouvoir est fort et plus il risque de reprendre en retour de bâton, en boomerang, justement une révolte spontanée. Hein. C'est un peu la dialectique de l'État et de la révolution. Si en France il y a eu autant de révolutions, c'est aussi parce qu'on a eu autant d'États. Et l'un appelle l'autre. Hein, bien creusé, vieille taupe, comme disait Marx. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que si on prend, par exemple, le juin 36, dont j'ai parlé, je ne pense pas du tout que la profondeur du mouvement social, la vague de grève qui se répand à une vitesse incroyable, sans qu'alors là, pour le coup, personne ne fasse le relais, ni à cheval, ni au téléphone, mettez-vous en grève les mecs, non, ça part partout, on ne sait pas pourquoi au même moment. Eh bien, ça, ce n'est pas relié au degré d'institutionnalisation des organisations. En réalité, les organisations, là, en 36, elles sont complètement à la masse. Elles sont complètement à côté du coup. Comme souvent, d'ailleurs, dans les grands mouvements sociaux. Hein, c'est ce que disaient les bolcheviks eux-mêmes en 1905. Ils n'ont pas du tout compris ce qu'étaient les soviets. Ils n'ont pas du tout réussi à y être dedans. Il n'y avait que Trotsky qui était en cavalerie libre, qui, lui, est devenu président des soviets quand même. Mais je veux dire, il n'était pas au parti bolchevique à l'époque. Et les autres, ils n'avaient pas pigé du tout. Ils pensaient que c'était un truc dont il fallait se méfier. Donc, le degré de la profondeur ou l'ampleur de la spontanéité dans les mouvements sociaux, je ne suis pas sûr qu'elle dépend de… Non, mais attends, ça dépend ce qu'on veut dire par dépendre. Ça peut être aussi la liaison dans le sens inverse. Peut-être que la question disait, plus on est institutionnalisé, moins on a de spontanéité. Plus on a de capital militant, moins on a de spontanéité. Toi, la corrélation, elle peut marcher dans les deux sens, si tu veux. La question, elle était ouverte. D'ailleurs, elle était un peu piégeante. Moi, je l'ai interprétée dans l'autre sens que toi. Ouais, alors je ne sais pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est que plus il y a d'institutionnalisation et plus il peut y avoir de spontanéité. Bon, je ne sais pas si c'était… bon, il nous dira si ça répond à sa question. J'ai deux nouvelles questions. Ouais. Je me permets de couper. Une question de Jérôme. Est-ce que la réflexion sur la spontanéité… Ah, ça a bougé. Est-ce que la réflexion sur la spontanéité ne doit pas composer avec la fenêtre temporelle qu'on se donne pour observer un mouvement social, par exemple? Une fixation sur une courte durée laisse entrevoir des spontanéités qu'une analyse sur le plan long, sur le plus long terme, aurait tendance à lisser. Première question, plutôt sur l'observation du phénomène. Et une deuxième de Jean-Louis. Beaucoup de mouvements sociaux sont effectivement imprévisibles, on ne les voit pas venir et on ne peut pas les provoquer à la demande. Mais êtes-vous d'accord pour dire qu'ils ne sont pas indéterminés pour autant et qu'ils restent pleinement soumis à des relations de causalité? Donc là, on est plutôt dans l'analyse. Et avec des questions bien péchues. Je vous laisse. Ouais. Elles ne vont pas te mettre mal à l'aise, tu es tout à fait d'accord, je suis sûre. Bah, disons, alors on n'a pas répondu à la question sur l'ordinaire, oui, donc ordinaire, on reviendra après si tu veux bien. Alors, sur la question du regard, est-ce que la spontanéité, c'est tout simplement de faire un effet de loupe sur les… Alors évidemment, il y a un effet du regard qui, ça peut… c'est comme les atomes, plus on les regarde de près, plus ils bougent. Bon, enfin, il paraît, parce que je ne suis pas physicien, mais… et un mouvement social, évidemment, plus on le regarde de près, plus on voit les interactions, les choses qui sont comme ça, apparemment erratiques. Ça bouge dans tous les sens. Mais ce n'est pas que ça, je pense quand même, parce que c'est comme si on disait… Oui, enfin, la Révolution française, ça compte quand on met le nez dessus, mais sur le long terme, ça ne compte pas. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des mouvements sociaux spontanés qui peuvent marquer
durablement la société dans laquelle ils prennent naissance et dans laquelle ils font leurs effets. Hein. Donc voilà, ce n'est pas seulement une question de regard. Après, sur la causalité, on en a un peu parlé. Je reste sur l'idée, effectivement, que la causalité, le spontané dans le mouvement social, ça n'est pas, comment dire, le hasard, hein, qu'il y a des choses à comprendre tout autour. Mais c'est vrai aussi, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a quelque chose un peu d'indéterminé. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Hein. Comment moi, juste un exemple. Il y a un militant qui a intervenu avec son courant en lutte ouvrière dans la grève de Renault en 1947, qui était une grève importante, parce que le Parti communiste a quitté le gouvernement suite à cette grève. Enfin, donc relativement important. En tout cas, un historien revenait là-dessus et disait ce mouvement était organisé d'une main de maître par les militants de Voix ouvrière à l'époque. Et le militant en question, il est revenu là-dessus après pour démentir et dire que, alors là, franchement, les bonnes idées dans l'action, c'est pas nous qui les avons eues. On a même proposé des trucs importants, alors je me souviens plus lesquels, où les gens ils disent ah ben non, faut pas faire comme ça, on va faire autrement. Et puis en fait, c'est quasiment c'était un militant qui propose une action, une orientation qui est démentie par le collectif rassemblé en assemblée générale. Et les gens disent non, non, alors on va pas aller à droite, on va aller à gauche. Et hop, ils vont tous à gauche. Et le mec, il finit par se rallier. Et donc, il dit, bon, on ne peut pas me prêter la responsabilité de ce qu'on a fait à ce moment-là. Là, c'était véritablement quelque chose de spontané. Il le dit, hein, texto. Donc, alors j'ai perdu le fil, là. Je ne sais plus ce que je voulais dire à part ça. En tout cas, donc sur la... Je ne sais pas quel rapport avec la causalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'indéterminé, oui, voilà, dans l'événement spontané, dans la réaction spontanée des individus ou même des collectifs, et ça, c'est encore plus mystérieux. Comment est-ce que des gens, collectivement, peuvent aller dans la même direction à un moment donné? C'est un peu mystérieux. Sur l'ordinaire, qu'est-ce que tu voulais dire sur l'ordinaire? Moi, je suis curieuse Alors, sur l'ordinaire, à vrai dire, sur l'ordinaire. J'aimerais bien qu'on... Excuse-moi, Arnaud. On peut reprendre la question? J'allais la retrouver. C'est vrai qu'elle était loin. Je la relis, hein, comme ça on l'aura bien en tête. Je ne pense pas qu'il y ait de la spontanéité pure, hein, comme vous dites, dans les protestations. Je pense que la réflexion sur la spontanéité doit s'accompagner d'une réflexion sur l'ordinaire. Il me semble que l'ordinaire, dont les small acts, intervient grandement dans les mouvements collectifs. Comment penser la spontanéité, l'extraordinaire, en relation à ce que l'on sait déjà implicitement un peu? Ça, c'est une question de Ratiba. Très intéressant. J'ai pas compris parce que j'étais en train de lire le chat là. Excuse-moi. Non, je te jure. Mais je comprends pas pourquoi je la trouve pas cette question. Non, parce qu'en fait, elle n'apparaît pas pour toi. Elle n'apparaît pas pour toi. Elle apparaît dans les questions et les réponses. J'ai eu beau essayer de discipliner tout le monde, ça n'a pas marché. Ah si, ça y est, je l'ai. Alors. Ouais. Elle est dans les questions résolues. Non, tu la trouveras pas. Questions résolues. Ah ouais. Donc en fait, c'est la dialectique de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Ouais. Ah putain, il y a 36 fenêtres. Ok. D'où la nécessité d'écrire vos questions dans le module de chat, comme ça on se disperse. Intervient grandement dans les mouvements collectifs. Comment penser à l'extraordinaire en relation avec ce qui c'est. C'est la colle du soir, là. Ouais. Ouais, alors c'est vrai que justement, c'est un petit peu différent comme point de vue. C'est-à-dire que l'ordinaire, c'est un point de vue plus anthropologique. Il me semble qu'on interroge le quotidien, l'ordinaire, ce qui fait, par exemple, le rapport ordinaire aux politiques, hein, qui ne se traduit pas forcément dans les catégories bien formalisées de la pensée du politique. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport entre l'ordinaire
et le spontané, parce que le spontané, il peut être plutôt extraordinaire, hein, c'est-à-dire que c'est quand même des trucs qui n'arrivent pas tous les 4 matins, des mouvements sociaux spontanés. Donc, c'est plutôt, oui, alors c'est plutôt l'extraordinaire à ce moment-là, hein, puisqu'on se demande si c'est. Alors, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Comment penser la spontanéité extraordinaire en relation avec ce qu'on sait déjà implicitement un peu. Alors, ça, par contre, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais par rapport à l'ordinaire, c'est vrai que c'est à la fois des gens ordinaires, ça, oui, on peut le dire. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas S-qualité mouvement social, qui peuvent jouer un rôle extraordinaire. C'est ça peut-être le paradoxe de la tension qui est intéressante. C'est justement le sort de mouvements qui ne dépendent pas de ceux qui sont les experts du mouvement. C'est un peu ça l'idée du spontané. Dans ce sens-là, ça rejoint ces catégories d'ordinaire et d'extraordinaire. Ok, donc une question en lien de Tal. L'histoire individuelle n'est-elle pas empreinte d'une sorte de rapport dialectique entre l'intellect, donc le capital militant dont on parlait tout à l'heure, et les affects, qui, eux, seraient beaucoup plus directement liés à la spontanéité dans le cas de Rosa Parks, notamment. Histoire individuelle dans le sens de facteur subjectif d'un mouvement de lutte. Alors, dans la question ouverte, là. Oui, il y a de l'affect et de l'intellect, mais est-ce que le spontanéité, c'est le domaine de l'affect? Alors, non, pas forcément. Il y a aussi de la réflexion. Alors, les Américains, là, c'est un article que je cite dans le bouquin, Snow, qui était justement, qui est un type très très important dans la sociologie des mouvements sociaux, et qui a fait un article sur la spontanéité dans les mouvements sociaux. Et ils mettent en avant la catégorie de fast thinking, c'est-à-dire d'une réflexion rapide sur le coup et c'est bien ce que fait Rosa Parks, c'est-à-dire, alors en tout cas si on en croit son autobiographie, parce que c'est ça sur quoi je m'appuie, elle revient sur cet événement et elle dit bon, je l'ai reconnu, ce conducteur de bus, c'était le même qui m'avait fait des noises avant, mais longtemps avant d'ailleurs, parce qu'elle prenait le même bus régulièrement, hein, c'était son parcours ordinaire dans lequel il s'est passé un événement extraordinaire, et donc elle dit, elle a eu le temps de penser quand même, hein, c'est-à-dire elle dit non, pas ce coup-là, je ne vais pas me lever. Donc, elle a pensé. Hein. Et dans d'autres cas où il faut aller encore plus vite, hein, parce que voilà, on est dans le fil de l'action, il faut répondre du tac au tac, etc. Alors voilà, c'est pour ça qu'ils ont ils ont pensé cette catégorie de fast thinking qui est intéressante parce que justement, souvent on relie la pensée au calcul, au plan, au rationnel, au machin, alors que voilà, c'est le sujet qui pense dans son cabinet, en gros, et qui va répondre à un article, mais alors qu'il peut y avoir justement une pensée beaucoup plus rapide dans le feu de l'action. Et ça me paraît intéressant parce que du coup, ça fait que le spontané n'est pas que du domaine justement du sentiment ou de l'affectif. Tu veux ajouter quelque chose, Géraldine, avant que je pose une autre question? Il y a des super questions là, il faut absolument que tu les relayes là. Je la boucle moi. Alors là j'ai une question que j'allais poser en fait, donc ça tombe bien. Comment analysez-vous le mouvement des Gilets jaunes à l'aune de ces réflexions? Est-ce qu'il s'inscrit pour vous dans la foulée des mouvements de 36 et 68? C'est une question d'Antoine. Ou bouscule-t-il la frontière entre organisation et spontanéité? Alors, il y a un premier truc à dire, c'est que les Gilets jaunes s'inscrivent bien dans l'idée de spontanéité. Alors là, on a des gens ordinaires, hein, voire même qui s'expriment rarement dans la sphère publique. Donc, c'est extraordinaire que des gens de milieux très populaires puissent prendre la parole dans l'espace public et y compris s'organiser pour faire une action contestataire. C'est rare. Et donc, c'est impressionnant pour ça, ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, est-ce que pour autant, c'est dans la... Et puis ça prend des formes concrètes d'ailleurs, hein, des histoires de réseaux sociaux, et ne pas oublier d'ailleurs que dans l'histoire des Gilets jaunes dont on a parlé longtemps et qui ont fait longtemps parler d'eux, en réalité, c'est ça aussi qui est incroyable dans cette histoire des Gilets jaunes, c'est que rien n'est équivalent au premier jour. Le premier jour, il bloque toute la France, 17 novembre, je crois. On peut mettre le 18 dans la balance, si on veut.
Bien après, ça descend. Ça descend parce que c'est pas tenable, tout simplement. Hein. Il y a des pressions énormes sur les ronds-points, les flics, les bagnoles, tout ce qu'on veut. Et donc, ça descend. Et ensuite, c'est relayé quelques semaines après par les manifs qui n'ont pas le même caractère, justement, de révolte spontanée, hein, et qui n'ont pas, c'est pas la même signification. On pourra en discuter plus longtemps, j'en ai parlé dans le bouquin. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est en rupture avec le mouvement ouvrier, par contre. Ça ne s'inscrit pas dans la même logique que 36 ou 68, pour reprendre les événements phares. D'abord, ce n'est pas une grève, hein, tout le monde l'a remarqué. Et puis, surtout, je pense plus profondément, ou plus exactement, pourquoi ce n'est pas une grève? Eh bien, parce que ça intervient à un autre moment de l'histoire, qui est un mouvement de désindustrialisation, non pas de disparition du travail salarié, on est d'accord, ni même de la pauvreté, on est encore plus d'accord, ni même du travail salarié mal payé, hein, on est toujours d'accord, mais par contre du travail salarié industriel, qui était le cœur du mouvement ouvrier, et qui fait que, donc, soit si on continue à s'intéresser au mouvement ouvrier, eh ben, on va voir ailleurs, on va voir en Chine, on va voir au Vietnam, on va voir au Cambodge, on va voir en Éthiopie bientôt, puisque la Chine va développer une industrie là-bas, ou je ne sais plus où, mais pas en France. On arrête de parler de mouvement ouvrier en France, si on entend par là ce dont parlait Marx, c'est-à-dire d'une révolution industrielle qui crée un prolétariat au cœur de la société bourgeoise et qui est une menace, puisqu'elle retire sa plus-value directement, hein, du travail forcé, enfin oui, quasiment forcé au début, puis ensuite, quasiment forcé, dans des industries. Il y a une mutation de l'économie. Ça ne veut pas dire que l'économie française ne vit pas de l'industrie. L'économie française, les grands groupes industriels français existent toujours, mais ils font travailler des ouvriers dans d'autres pays. C'est ça la différence. Alors, il y a toujours une accumulation du capital sur le dos des ouvriers de l'industrie, indiscutablement, sauf qu'ils ne travaillent pas en France. Voilà. Alors, c'est peut-être nous, avec nos histoires de frontières, qui sommes un peu bébêtes. Hein. Peut-être qu'on pense trop les choses en termes de frontières. C'est un des choses d'ailleurs qui m'intéresse maintenant, c'est d'essayer de penser les mouvements sociaux sur un plan international. Mais en tout cas, ça change véritablement la donne et tout le monde a remarqué que cette sociologie des Gilets jaunes, c'était des petits ouvriers, des petits employés, mais dans des petites boîtes, hein, pas dans des grandes. Ça a été quand même assez souligné et pour cause. Peut-être une dernière question, parce qu'on a dépassé le quota, de Gabriel. Je me demande pourquoi mettre en contradiction organisation et spontanéité. Il me semble que la question de la spontanéité pourrait être resserrée à la question suivante. Comment expliquer que la préparation systématique de mouvements sociaux par des militants ne se traduise que certaines fois par des mouvements réels? Alors, le début de la question, c'est donc La contradiction, hein, que tu la poses. contradiction. Alors Oui. oui, alors moi, j'appartiens pas à un courant politique spontanéiste qui voudrait mettre en place l'idée qu'il n'y a qu'à attendre les mouvements spontanés et tout va se faire tout seul. Ma perception politique, elle n'est pas comme ça. Et je pense que le politique ne résulte pas entièrement de mouvements sociaux spontanés. Ce n'est pas le truc. Par contre, je pense qu'il joue un rôle important dans les mouvements sociaux et qu'on a trop souligné le rôle des organisations. Alors après, est-ce qu'il y a une alchimie entre organisation et mouvement spontané? Il y a toujours une espèce d'alchimie. Je dirais qu'elle est rarement très bonne, l'alchimie entre les organisations et les mouvements spontanés, pour les raisons qu'on a dites. Hein. C'est que les organisations, elles sont assez âgées, elles ont toute une histoire et ça ne colle pas forcément avec ce qui se passe, ni même avec leurs intérêts de coïncider avec les mouvements sociaux. Par contre, ce n'est pas une question de principe, ce n'est pas du tout une fois pour toutes, mais en majorité, les organisations sont un peu établies et pas tellement à l'affût de mouvements spontanés et de souffler sur les braises pour que ça aille le plus loin possible. Je pense qu'elles agissent le plus souvent à contretemps et ce n'est pas par hasard. Et c'est ça qui est toujours très énervant quand on voit les pauvres salariés qui ont bien du mal à se mobiliser et les rares fois où ils se mobilisent, ils n'ont pas des organisations à la hauteur. C'est ça qui me fait. Voilà.
D'ailleurs, il crée des fois des organisations spontanées, ou en tout cas, si on entend par là, des organisations ad hoc, hein, créées dans le feu de l'action, pour essayer justement qu'elles collent davantage avec le mouvement en cours. Sinon, ça n'existerait pas, tous les trucs, les organisations, coordination, comité de trucs, c'était quoi le truc, comité des urgences, comment ils appelaient, collectif interurgence, enfin, il y a toujours des noms comme ça, et c'est quoi? C'est justement l'expression de la nécessité de trouver autre chose comme type d'organisation du mouvement. Ça, c'était le premier point de la question. Après, il me semble qu'il y avait un deuxième moment, mais elle a disparu, la question. Ah, elle est résolue. C'est ça, elle est résolue maintenant. J'ai décrété qu'elle était résolue. Ah oui, d'accord. Il y avait un deuxième aspect à la fin. Il y avait un deuxième aspect à la fin. Mais... Ouais. C'était sur la fin. Ah oui. Ouais. Comment expliquer que la préparation systématique de mouvements sociaux par des militants ne se traduise que certaines fois par des mouvements réels. Ouais. Eh bien, parce que... alors, mais il ne faut pas croire ça trop non plus. Hein. Les militants, ils savent très très bien que ça ne se décrète pas. Ouais, enfin, il y en a peut-être qui sont un peu aveugles, surtout quand ils n'ont pas beaucoup de bouteilles. Mais enfin, au bout d'un moment, quand même, ils ont repéré que ça ne se passait pas comme ils voulaient exactement. Et que, bon, on peut balancer ce qu'on veut, ce n'est pas comme ça. Alors, c'est vrai que sur les listes email que nous, on a de chercheurs, par exemple, ils décrètent des actions tout le temps parce que la situation les révolte et qu'ils ont une impatience d'agir. Mais je pense que les militants qui ont la bouteille, ils font attention, et parce que justement, c'est très, très dur d'avoir une initiative qui ait de l'écho et qui ait du répondant. Et donc... je crois que c'était ce lapsus, enfin, ce décalage. Ouais, voilà. Ce décalage est bien perçu pour ceux qui sont de bonne foi. Voilà. Je ne vais pas discuter du rôle des appareils dans les mouvements sociaux, j'en ai assez parlé. Moi, bien, merci. Je crois qu'on a fait un beau tour. Géraldine, tu veux ajouter quelque chose Non, je trouve ça bien, assez fidèle à ton livre. Et bon, il y avait plein de questions. Il va y avoir des gens frustrés. Hein. Il y a même des blagueurs là qui nous disent que c'est quoi les questions les plus spontanées, celles qui sont prises et tout ça. Donc voilà, le spontanéisme, ça fait faire des blagues, on a déjà vu. Et non, je suis très contente que vous m'ayez invitée à cette discussion. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Il y avait une question de Yves Auc-Palais qui est tellement longue que peut-être on peut finir par celle-là. Il disait, que je me demande dans quel... Hein, tu l'as lu? La spontanéité est une force ou une faiblesse pour les mouvements sociaux? Bah, tu vois, elle intervient pour dire que c'est dans le sens que je disais, je crois, qu'elle voyait la corrélation. Plus il y a institutionnalisation, moins il y a spontanéité. Bon, alors voilà, c'est Géraldine qui a répondu. Hein, je dis juste, voilà, elle posait une question où la question du sens de la corrélation était une question, justement, voilà. Mais non, sur les gilets jaunes, il y aurait évidemment encore beaucoup de trucs à dire, mais moi, on a encore une seconde? Oui, bien sûr. Ah, oui, non, le truc qui est troublant dans les gilets jaunes, on a parlé du déni, là. Parce que ton livre parle beaucoup du déni, du spontané dans les mouvements sociaux. Là, on ne pouvait plus être dans le déni. Ça nous a sauté aux yeux qu'il y avait du spontané, en tout cas les 2 premiers jours, comme tu l'as dit. Le premier jour. Et même après, il y avait un tas de trucs spontanés. Ce que je trouve étonnant, pour le coup, c'est que la façon dont ça surgit massivement tout de suite, si tu veux. On a un président qui est arrivé au pouvoir dans un état de déréliction complète des partis politiques. Donc on peut dire que ces forces-là, qui quand même structuraient des militants, des gens, organisaient les choses, évitaient les trucs trop spontanés, organisaient les élections, les manifs, tout ce qu'on veut, étaient dans une crise majeure qui lui a servi, sur laquelle il n'aurait pas pu accéder au pouvoir. Et il y a eu un effet boomerang, c'est qu'au même moment, il s'est pris un mouvement social, il a vu à quoi ressemblait un mouvement social quand il n'y avait plus d'organisation syndicale pour les maîtriser un peu. Après, on est tous d'accord ici que la maîtrise est relative et en général pas très grande. Enfin, il y a toujours du spontané, mais là, pour le coup, ça a été massif, quoi. Et donc moi, d'abord, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire qu'il avait bénéficié d'une situation de crise des institutions, des organisations en général, et il voit ce que ça donne de gouverner dans cette situation, et c'était vraiment pas agréable.
En plus, il mettait beaucoup en scène le face-à-face, moi et le peuple. Et ben, le peuple, il l'a pris en direct, c'est-à-dire que le peuple, il a pris qui? Macron. Vous vous rappelez, on a quand même eu des effigies avec des propos violents, hein, personnels. C'est-à-dire qu'on a eu un moment personnel, le truc personnel que voulait le chef, si je puis dire, et qui lui a servi, qu'il a utilisé dans sa rhétorique et ça, il se l'est repris dans la figure, en l'autre sens. On l'a visé personnellement. Et je pense d'ailleurs, il a accusé le coup, nous le savons tous, dans ce mois de décembre, c'était quoi? C'était 2018, si je ne m'abuse. Ces effets de boomerang m'intéressent, mais c'est surtout le fait que c'est toujours massif, quoi, les histoires politiques et sociales graves, quoi. Ça vient en même temps, c'est-à-dire que tout s'est effondré en même temps. Il n'y a pas eu un moment où les partis sont effondrés, les syndicats tenaient le coup, le champ politique, comme disent les politistes, a eu ses logiques, et puis le champ social, ça ne marche jamais comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours global. Et j'ajouterais même que c'est même international. C'est-à-dire que les phénomènes, moi, j'aime pas du tout le mot populiste parce que je trouve qu'on ne sait pas ce qu'on met dedans. Mais bon, je vais vite là. C'est toujours international, c'est-à-dire que ce qui se passe en France se passe ailleurs. On a des mouvements spontanés aux États-Unis sur la question des Noirs après l'affaire Floyd. Je ne sais pas quelle efficacité ils vont avoir, mais il y a eu de l'inédit là quand même, depuis longtemps, depuis le mouvement des droits civiques, qui était très organisé. Le mouvement des droits civiques, même s'il y a eu du Rosa Parks. Maintenant, on est dans des trucs hyper spontanés. Donc, ce qui est quand même toujours extrêmement étonnant, c'est la notion d'époque. Il y a un moment, les paradigmes s'effondrent, les trucs massivement changent, nationalement, internationalement, dans le politique, dans le social. Et ça, c'est quand même une des énigmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est que alors justement, la preuve du pudding, c'est que du mystère, en fait, c'est que il y a une manière assez étonnante de résoudre le problème de la circulation. Il y a un petit problème avec ton micro, là, Yvan. Ah bon? Ouais. Là, ça va? Allô, allô? Ouais, ça grésille. Je vais arrêter la vidéo, peut-être. Tu m'entends mieux là Non, ou pas? c'est pas tant la vidéo que le son, en fait, hein, je crois. Ouais, mais des fois, ça améliore. Vous m'entendez pas bien? Non, vraiment pas. Désolé. Non, mais vous avez dû changer quelque chose dans la manière Ouais. Ouais, je sais pas. J'ai pas de Ah, réponse. c'est bien, en fait. c'est bien, c'est bien. C'est Tu peux mieux, remettre là? ta vidéo. Oui, Il y remets a ta une vidéo. énigme que Ouais. tu reconnais apparemment. Hein. Ok. Les époques, c'est étonnant. Comment on change d'époque? Personne ne peut le dire. Mais on Ouais, change d'époque. justement, là-dessus, ce que je voulais dire, c'est la preuve de la difficulté à penser ça, les mouvements qui sont identiques d'un bout à l'autre de la planète au même moment, c'est qu'il y a des collègues en sciences politiques qui le pensent par la circulation des militants. Alors, c'est vraiment un peu, alors c'est vrai dans certains cas, mais c'est un peu caricatural quand Oui. même, puisque on ne peut pas réduire ou résoudre le problème de la similarité des mouvements sociaux par l'idée qu'il y aurait un fil conducteur qui serait justement, alors là, très volontaire, hein, très volontariste, identifié dans des individus circulants. Ça, c'est vraiment, mais c'est vrai que en même temps, c'est un peu gênant de dire qu'il y a un effet de structure. C'est tellement abstrait de dire que bon bah voilà, il y a la crise et puis du coup ça explose de partout au même moment. Un effet d'époque, en fait. Ouais, d'époque ou d'air du temps ou ce que tu veux. Ouais, C'est un petit peu voilà, c'est un peu général. Donc on est ballotté entre des insatisfactions différentes. Il y a une autre chose que je voulais dire aussi à propos des gilets jaunes et du mépris de classe de Macron. C'est que tout à l'heure, on se demandait si c'est l'institutionnalisation qui crée l'ampleur de la spontanéité dans les mouvements sociaux, et on ne disait pas forcément. Par contre, il y a un truc qui déclenche des révoltes, c'est justement le mépris de classe. Et ce n'est pas nouveau. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ça ne soit pas mieux contrôlé par les classes dirigeantes, parce que c'est quand même un classique de la révolte, c'est le mépris. Hein, c'est, comment elle s'appelle, Marie-Antoinette, qui disait faut qu'ils mangent des brioches s'ils n'ont pas de pain. On ne sait pas si c'est vrai, mais Oui, il paraît qu'on ne sait pas du tout si elle a dit ça. Hein. Oui, peut-être, mais n'empêche que le fait même qu'on pense qu'elle l'ait dit, tu vois, légende, oui, bien sûr.
C'est Très ça. important. Et puis, un autre exemple, c'est en 1974, le ministre des PTT qui dit que les postiers font un boulot idiot. Et il y a eu la plus grande grève des PTT de l'histoire des PTT à ce moment-là, à cause de lui, 1 mois de grève. Donc il y a ce phénomène-là du mépris de classe qui joue un rôle. Ils ne peuvent pas s'empêcher que ça sorte un moment ou un autre parce que, eh bien, tout simplement, quand il n'y a pas justement de rappel à l'ordre par en bas, eh ben, on oublie et jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau rappel à l'ordre. Bien. Écoutez, merci beaucoup, hein. C'était une super discussion. Merci Arnaud, merci Yvan, merci tout Merci le à monde. toi, Merci tout le merci monde. Géraldine, merci à tout le monde. Oui, oui. Et puis, merci d'avoir assisté à cette discussion et spectateurs. Et puis, je vous dis à bientôt. On a encore quelques webinaires en décembre. Enfin, tant qu'on sera confiné, on fonctionnera comme ça. Puis plus tard, peut-être, on fera des rencontres dans les cafés, comme on faisait avant. Voilà. Et d'ici là, passez un bon week-end. Merci bien. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne Bon week-end. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au Au revoir. revoir.